On va parler d'une de vos spécialités, l'amaigrissement. Et ce qui m'intéresse dans l'amaigrissement, ce n'est pas tant l'acte de maigrir, mais pourquoi maigrir, perdre du poids, peut avoir un lien avec notre longévité, la vitesse de notre vieillissement, etc. Quel est le lien entre le surpoids ou l'obésité et la longévité, Dr Chauchard? On n'est plus dans les schémas corporels de l'époque de Rubens, donc où la femme qui était en surpoids était définie comme une femme jolie. Aujourd'hui, les standards morphologiques ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire quand vous ouvrez un catalogue de mode, si vous allez chez Chanel, Givenchy, Gucci ou qui que ce soit, quand vous regardez défiler des mannequins, ils sont tous très minces, il n'y a pas de mannequins à surpoids. Donc ça veut dire que aujourd'hui, l'idée du bien-être, elle est associée, je n'ai pas d'opinion là-dessus, c'est simple, c'est une constatation. Les gens veulent être minces, donc c'est comme ça. Par conséquent, c'est à nous, un médecin, de savoir rejeter, parce que moi je rejette donc des demandes de personnes qui veulent perdre du poids parce qu'elles ont 2 ou 3 kilos à perdre, je rejette ça, parce que j'estime qu'il faut respecter ce qui se passe dans le corps humain. Normalement, il faut partir du poids que vous avez à 20 ans, après il faut vous gagner 1 kilo par tranche de 10 ans, donc de plus. Donc c'est normal. Et c'est normal, et par enfant, vous gardez 2 kilos de plus. Donc, ce qui fait que moi, je pose toujours la question, je vois l'âge, bon voilà, vous avez 40 ans, vous avez fait 2 enfants, quel était votre poids à 20 ans? Vous faisiez 55 kilos. Bon, ça veut dire que 1 kilo, 2 kilos, vous avez 2 tranches de 10 ans de plus, ça fait donc 55 plus de 57. Vous avez un enfant, ça fait encore 2 kilos, 59. Donc, si vous voulez arriver à 59, je veux bien vous aider, mais si vous voulez arriver à 55, c'est pas la peine. Donc il faut respecter cette notion, parce qu'il y a une usure métabolique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance en âge, tous les 10 ans, le corps change, les cellules sont renouvelées, et le cycle de Krebs, qui est le cycle énergétique à l'intérieur de nos cellules, il ne fonctionne pas à 50 ans comme il fonctionnait à 20 ans. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre là. Oui, parce que justement, c'est la question que j'allais vous poser. Dans cette pression de société sur la femme, en particulier pour avoir cette silhouette parfaite, est-ce que c'est bon pour la santé, ou est-ce qu'il faut avoir cette silhouette parfaite où le poids idéal, il n'est pas dans les magazines, et où le poids idéal pour vivre plus longtemps en meilleure santé? Le poids idéal, c'est le poids dans lequel on se sent bien. En règle générale, moi je suis toujours dicté par le poids dans lequel on est bien. Donc je demande toujours aux patients quel est le poids que vous aimeriez faire, et si on me sort un poids qui est extravagant, je change tout à fait donc, le discours, je dis non. Et j'explique ce que je dis, c'est qu'il faut comprendre qu'avec l'âge, le métabolisme n'est plus capable de faire les mêmes choses. Le fameux cycle métabolique à l'intérieur de nos cellules, le fameux cycle de Krebs, il ne tourne pas aussi vite. Donc il y a quand même des choses que l'on doit accepter. Je regarde, ne serait-ce que moi en ce qui me concerne, quand j'avais 20 ans, j'avais 7 ou 8 kilos de moins. Et maintenant, même si je fais du sport, même si je fais attention, je suis obligé d'accepter d'avoir pris 7 ou 8 kilos par rapport à mon âge de 20 ans. Donc, mais c'est comme ça, il faut mesurer, il faut pondérer. Voilà, c'est le vrai mot, c'est pondérer le poids par rapport à des réalités. Mais est-ce que le surpoids porte atteinte à notre longévité? Est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce que notre corps se dégrade plus vite à partir du moment où on est en surpoids ou obèse? Il faut définir à ce moment-là le poids qui peut atteindre la longévité, c'est quand vous avez 10 ou 15 kilos de trop. Mais en dessous de 10 kilos, 10 kilos en plus, je ne pense pas que ça perturbe la longévité. Parce que l'excès que l'on a sur les articulations, sur le cœur, etc., l'infiltration adipeuse, elle n'est pas à majorité compressive et entraîne donc des troubles de compression, que ce soit la compression du cœur, que ce soit au niveau de la gorge ou au niveau de l'oropharynx, etc. Non, 10 kilos jusqu'à 10 kilos,
on ne met pas en danger sa longévité. Mais au-delà de 10 kilos, oui, on peut considérer que, sans jamais pouvoir le démontrer, mais on peut considérer qu'on n'arrange pas la situation de l'état général, c'est clair. Ne serait-ce que il faut aussi comprendre la qualité des vaisseaux. Moi, je regarde beaucoup dans l'anti-âge, je me base beaucoup sur les méthodes de Doppler qui permettent de regarder l'état des vaisseaux du cou, de l'intérieur de l'intestin et des vaisseaux iliaques, et puis du fond d'œil. C'est par ces examens simples qu'on sait à peu près quel est l'état vasculaire du patient. Donc ça, c'est l'état vasculaire qui est important plus que le poids. Et en même temps, donc de cet état vasculaire, aujourd'hui, on a des techniques d'investigation avec les IRM qui nous permettent donc de rapidement déceler des perturbations dans tel ou tel organe. Hein. La notion de problème vasculaire est importante, avec la deuxième notion fondamentale, c'est cette fameuse membrane dans le tube digestif qui est de quelques millimètres, qui permet le passage des intestins, donc du sang vers l'organisme. Hein. Parce que c'est les entérocytes, c'est très fin. Hein. Et c'est encore une fois des membranes cellulaires. Hein. Puis après, vous avez les membranes cellulaires elles-mêmes. Donc finalement, on est gouverné par des vaisseaux, des membranes très fines ici et des membranes cellulaires très fines. Non mais quand on pense à ça, c'est complètement extraordinaire. Et la médecine anti-âge, je suis braqué là-dessus. Je regarde les vaisseaux, je regarde le fond d'œil, je regarde donc l'état de ce qu'on appelle, les Anglais appellent le gut, la paroi intestinale, la perméabilité. Donc tout ça, c'est important. Et puis on a aussi la possibilité de regarder la structure des membranes cellulaires. Donc on sait tout de suite comment orienter sa thérapeutique. Donc ça, ce sont des vraies valeurs qui débouchent sur la longévité et les risques. Pourquoi est-ce qu'on grossit, docteur Chauchard ? Alors, on grossit, je crois, pour deux raisons. La première, c'est quand même la génétique. La génétique, on a quand même des gènes qu'on appelle les gènes obésité. On ne les a pas tous découverts, on en connaît quelques-uns. Donc d'évidence, il y a une question de génétique. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire l'environnement. Si vous êtes dans un environnement stressé, vous allez manger différemment que dans un environnement non stressé. Hein. Ouais. Donc l'épigénétique, c'est la façon dont la famille cuisine, la façon dont vous vous comportez face à un aliment, la façon dont vous choisissez les aliments. Ouais. Mais en fait, ce que l'on sait quand même, avant tout, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la maladie des glucides, hein, dans la maladie des sucres. Hein. C'est-à-dire quand on regarde la consommation de sucre par habitant et par jour, par rapport au début du siècle, ça a multiplié par 10. Et donc la quantité de sucre, donc tout ce qui est sucrerie, pâtisserie, confiserie, surtout les boissons sucrées. Je pense que les boissons sucrées sont responsables de perturbations considérables. Hein. Et puis alors le fameux jus d'orange le matin, ou le jus de fruits, qui a le côté, le pouvoir magique, alors que c'est pas magique, pour moi c'est tragique. Un jus d'orange le matin, c'est tragique. Il ne faut pas le prendre en début. À la rigueur, prenez-le à la fin du petit déjeuner, ou mangez une orange, mais ne prenez pas un jus d'orange pressé. Hein. Qu'est-ce que vous avez contre un jus d'orange pressé ? C'est plein de vitamines. C'est de l'eau, non, c'est de l'eau et du sucre. C'est de l'eau et du sucre, et des vitamines, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas de fibres. Alors que si vous avez des fibres, vous allez ralentir le passage dans l'intestin, vous allez ralentir l'activité pancréatique, la sécrétion d'insuline, etc. Donc il y a plein de choses comme ça. Le matin, les petits déjeuners sucrés, donc ça devrait être totalement réformé. Il faut changer donc, des habitudes alimentaires là-dessus. Donc dès qu'on prend du poids, ça veut dire que la première des choses à faire, c'est fini. Il faut arrêter les sucres et il faut arrêter les petits déjeuners sucrés. Hein. Quand je vois des gens le matin, dernièrement, j'étais invité sur un bateau de croisière, donc plutôt américanisé, et donc beaucoup d'Américains. Hein, donc je voyais le petit déjeuner des Américains, mais c'est effrayant. C'est non comptant que du sucre, mais c'est aussi des grosses quantités.
C'est incroyable. Et on comprend pourquoi aujourd'hui aux États-Unis, on a des obésités, des surpoids au-dessus de 100 kg, 110 kg, 120 kg. C'est presque courant, quoi, hein. Donc ça veut dire que vraiment, l'alimentation glucidique a envahi notre monde. Donc on est perturbé, on est foutu. C'est plus au niveau national que ça se joue. La guerre se joue au niveau individuel. C'est-à-dire c'est chacun pour soi si on veut gagner la victoire du sucre, hein. Donc c'est plus les campagnes nationales qui vont arriver à nous faire changer d'avis, hein. C'est individuellement. Ça, il faut bien le comprendre. C'est un combat individuel. Individuel. Et il faut le dire à chaque personne, et je le dis à chaque patient, c'est ne compter sur personne, c'est sur vous-même que vous devez changer votre alimentation. Il y a les séquences alimentaires, il y a les horaires d'aliments qui sont perturbés, il y a les grignotages, donc par conséquent les horaires, mais surtout les séquences. Par exemple, quand vous allez au restaurant, vous avez une personne sur deux qui va commencer avec une tartine de pain et du beurre. C'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que immédiatement, le pain c'est du sucre, hein. Donc c'est du sucre avec du gras. Donc vous allez automatiquement entraîner très rapidement une sécrétion d'insuline. Vous allez avoir plus faim et à la fin de votre repas, vous aurez quelques heures plus tard, vous aurez encore plus faim parce que vous allez encore déclencher des pics de sécrétion d'insuline qui vont vous donner envie de manger. Donc c'est pas comme ça qu'on règle le problème. Le repas, normalement, on commence par des crudités, ça peut être éventuellement des crudités, des légumes ou des protéines. Et puis après, donc c'est à la rigueur les féculents et à la fin un dessert. Mais un dessert contrôlé, hein, et pas tous les jours. Et surtout, si vous avez tendance à prendre du poids, malheureusement, les desserts, ils doivent disparaître, au moins pendant toute la durée de l'effort de perte de poids.